Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Europe 1 matin, il est 8h20. Oui, l'heure de retrouver le portrait inattendu signé Marc Messier. Bonjour Marc. Bonjour Charles. Alors on en a beaucoup parlé le mois dernier, l'entrée au Panthéon de l'historien et résistant Marc Bloch et de son épouse Simone Vidal. À chaque fois la même question, qui sera le prochain? On parle toujours des panthéonisés, beaucoup plus rarement de lui, le Panthéon qui raconte en fait 2 siècles et demi d'histoire de France. C'est votre portrait inattendu, Marc Messier, ce matin. Le silence du marbre blanc, les fantômes passant d'un tombeau à l'autre, le balancement du pendule de Foucault, la preuve que la Terre tourne, un mouvement au milieu des gisants, comme le symbole de la survivance de l'esprit au-delà de la mort. La Terre, un lieu de passage pour les génies qu'on enferme parfois dans des cachots, jamais dans des caveaux. Des grands hommes, des grandes dames, le Panthéon pour conserver leurs traces, leurs dépouilles, leurs cendres, parfois seulement leur nom. Un lieu de mémoire, le Panthéon devenu le mausolée de notre conscience nationale. Le Panthéon ou la promesse d'un roi, Louis XV, malade comme un chien, jurant à Sainte-Geneviève qu'il lui offrirait une église si elle le guérissait. Le miracle eut lieu, l'église fut construite. Une église en forme d'une croix grecque sur une colline de Saint-Germain-des-Prés. La montagne Sainte-Geneviève, du nom d'une jeune aristocrate gallo-romaine qui du temps de Clovis sauva Lutèce des griffes d'Attila. Ces hordes de Huns restaient à la porte de la capitale, Geneviève, devenue la sainte patronne de Paris et au premier coup de sifflet, celle des gendarmes. Le choix de l'architecte, un certain Jacques-Germain Soufflot, un archimégalo qui rêvait au XVIIIe siècle de faire mieux que les antiques, plus majestueux, plus beau que le Panthéon de Rome, édifié un siècle avant Jésus-Christ, de réunir, selon ses propres mots, la légèreté de l'architecture gothique avec la magnificence de l'architecture grecque. Un mélange des genres et des styles pour un projet financé grâce aux loteries nationales de l'époque, du Stéphane Bern avant l'heure. 400 000 livres recueillis, le prix d'un beau château avec ses terres à l'époque. Soufflot et Louis XV ne verront jamais le dôme de l'église Sainte-Geneviève. L'architecte mourra d'épuisement et le roi de la petite vérole. L'accabarde emportant avec le bien-aimé son rêve secret de faire de la crypte du Panthéon une nécropole pour les Bourbons. Une église royale devenue Panthéon à la Révolution, les sans-culottes voulant rendre hommage à leur champion. Pendant tout le 19e siècle, l'édifice oscillera entre 2 fonctions, église et temple républicain, son statut variant selon les régimes. Le premier à entrer au Panthéon sera aussi le premier à en sortir. Honoré Gabriel Riquetti, plus connu sous le nom de Mirabeau. Une panthéonisation éclair, quelques mois seulement, le temps que le bon peuple se rende compte que l'inspirateur de sa révolution l'avait enfumé. Mirabeau conseillant secrètement Louis XVI entre 2 discours enflammés au jeu de paume. Une trahison, ses cendres finiront dans les égouts de Paris. Dépanthéonisé aussi, le sanguinaire Jean-Paul Marat, poignardé par la jeune Charlotte Corday. Son assassinat fera de lui un martyr. Marat remplacera Mirabeau au Panthéon avant d'en ressortir les pieds devant quelques mois plus tard, officiellement en raison d'un nouveau décret de l'époque, en vérité pour des raisons politiques, les thermidoriens voulant mettre fin à la terreur des Jacobins dont Marat était l'un des symboles. Les va-et-vient des dépouilles et des cendres sous la Révolution, celle de Voltaire puis celle de Rousseau, les 2 ennemis philosophiques qui ne s'étaient jamais rencontrés de leur vivant, se regardent au Panthéon en chien de faïence depuis près de 2 siècles et demi, leurs tombeaux l'un en face de l'autre dans la crypte. Napoléon Bonaparte rendra le Panthéon à l'église, mais en conservant ses sous-sols pour inhumer les grands dignitaires de l'Empire. L'empereur qui reste le recordman des panthéonisations avec 43 à son palmarès, la moitié des pensionnaires d'aujourd'hui. Restitué entièrement au peuple lors des Trois Glorieuses, quartier général des communards sous Napoléon III, c'est le 1er juin 1885 que le Panthéon sera inscrit pour toujours dans le marbre de la République. Entre ici Victor Hugo, aurait pu déclarer Malraux ce jour-là. Hugo, l'homme océan, rejoint plus d'1 siècle plus tard, en 2002, par son très cher ami Alexandre Dumas.
Depuis, l'un repose à côté de l'autre. L'ombre d'un dôme orgueilleux, le péristyle des vanités, des tombeaux vides pour la plupart. Le Panthéon, un temple de symboles avant tout. Un endroit d'hommes, 77 aujourd'hui pour seulement 8 dames. Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Antonios, Sophie Berthelot, Marie Curie dont le corps est toujours radioactif 92 ans après sa mort, Simone Veil qui sera la 5e dame du Panthéon avant Joséphine Baker, Méline Manoukian et Simone Vidal, la dernière entrée en compagnie de son mari Marc Bloch. La patrie reconnaissante, le silence du marbre blanc, le balancement du pendule de Foucault, la permanence de l'esprit au-delà de la mort.